Chers amis, bonjour et bienvenue dans Quelle semaine. Chers ennemis aussi, bien sûr, ne les oublions pas, ils sont aussi importants. J'espère que vous avez passé une bonne fête du 15 août, fête qui est consacrée depuis Louis XIII à la Vierge Marie et qui fait d'elle la protectrice de la France. Ne l'oublions quand même pas, ne serait-ce que pour ceux qui, comme Mélenchon, prétendent que la France n'a pas de racines chrétiennes. Il fait chaud, même en Alaska. D'abord parce que la température était quand même relativement convenable. Je crois qu'il a fait 21 degrés, sauf erreur de ma part, ou 22, enfin, je parle de mémoire, mais la chaleur, elle venait surtout du fait qu'il y avait l'incroyable, l'extraordinaire rencontre entre Trump et Poutine. Qui aurait pu imaginer, il y a quelques années, qu'une telle rencontre pourrait avoir lieu pour faire surgir d'elle une paix possible entre deux belligérants, ici la Russie et l'Ukraine. Comme quoi l'histoire est, dans ce 21e siècle, pleine d'inattendus, pleine de rebondissements inimaginables. Nous avons aujourd'hui à regarder notre destin en face. La guerre est revenue en Europe. Et ceux qui pensent qu'elle est très loin et que ne nous concerne pas sont les mêmes somnambules que ceux d'hier. Alors, cette rencontre, tout le monde la commente et chacun y apporte, bien sûr, soit la banalité, soit l'originalité de son commentaire. Bon, sur les chaînes de télé, on a une répétitivité qui est parfois déconcertante. On en verra un exemple tout à l'heure. Mais ce qui est d'abord et avant tout extraordinaire, c'est de voir que l'Europe, qui se veut si importante, qui fait tout pour se donner une apparence d'importance, est complètement vassalisée par rapport aux États-Unis. D'abord parce qu'elle n'a aucun moyen militaire, ensuite parce qu'elle n'a aucun moyen de discussion et parce qu'elle est traversée aussi par des égoïsmes phénoménaux, on le voit lors des achats commerciaux, et par des dissensions. Tout ce que l'on est capable de faire, et le chef d'orchestre et Macron, ce sont des discours moraux sur le droit international que nous respectons tous, dont nous appelons le monde entier à faire un grand respect, mais qui, dans la réalité des conflits, n'existe qu'une fois que le vainqueur est connu. C'est triste, mais c'est malheureusement toute l'histoire des guerres et des conflits qui le montre. L'Ukraine est en train de vivre, et je le dis tout de suite, j'essaye de faire une analyse, contrairement à ce qu'on peut me reprocher parfois, sans parti pris. J'essaye de voir la réalité et non pas d'inventer ma réalité telle que je la projetterai, telle que je la voudrais. Je ne vais pas faire de la bracadabra, qui en araméen veut dire j'obtiens ce que je dis. Non, je crois que la politique de la bracadabra, il faut la laisser à la bracabrantesque Macron. La réalité, c'est que l'Ukraine a perdu la guerre. C'est une réalité. Seuls des généraux offenbachiens peuvent dire le contraire. On le voit à la tête de Zelensky, du reste. Du 12 juillet à maintenant, la Russie a fait des progressions irréversibles. Plus elle avance, plus elle gagne. Et si elle continue, elle va encore plus gagner. C'est la raison pour laquelle on peut se demander si Poutine, en proposant un plan de paix qui n'interviendrait pas immédiatement, ne cherche pas à gagner du temps pour étendre précisément son champ
de maîtrise sur le territoire ukrainien. Quand on dit ça, on a l'air d'être défaitiste, d'être munichois, on se fait insulter, mais c'est une réalité. L'Ukraine ne peut pas vaincre la Russie. La Russie a gagné. On ne parle même pas de cesser le feu, vous vous rendez compte? D'où l'idée que la négociation pour une paix contractuelle, dont les termes du contrat seront à discuter, va encore donner du temps à la Russie. Ce qui va aggraver encore, s'il n'y a pas une acceptation immédiate, la situation de l'Ukraine. Et là, les Européens ont une responsabilité, parce qu'avec leur manière de constamment accuser la Russie, notamment dans les derniers propos de Macron au sortir de la réunion des volontaires, c'est ça je crois, hein, c'est la réunion des volontaires. Hein. Des volontaires pourquoi? Des volontaires pour que les autres aillent involontairement ou volontairement souffrir et périr. Dans sa déclaration, on en a un extrait, on peut l'écouter. Et je le dis ici avec beaucoup de gravité. Je l'ai rappelé le 13 juin dernier à l'hôtel de Brienne. Quand nous parlons de ce qui se passe en Ukraine, nous parlons d'un pouvoir impérialiste et révisionniste qu'est la Russie d'aujourd'hui, qui depuis 2008 n'a cessé de vouloir conquérir de nouveaux territoires, n'a cessé de revoir les frontières internationales, n'a jamais respecté ses promesses de paix et de non-agression. Et donc si nous sommes faibles aujourd'hui avec la Russie, nous préparerons les conflits de demain et ils toucheront les Ukrainiens. Vous voyez que il rend la Russie responsable de tout. Pour lui, c'est elle l'agresseur. Alors que si on remonte quand même à l'histoire, on se rend compte qu'il y a d'abord le coup d'État qui, en 2014, a installé progressivement Zelensky. Coup d'État fomenté par quand même l'administration américaine démocrate. Et puis qu'il y a à ce moment-là l'attaque contre les russophobes, le référendum sur la Crimée, les bombardements continuels pendant 8 ans sur le Donbass. Tout cela, le droit international, il s'en est moqué à l'époque. Et les accords de Minsk, qui n'ont pas été respectés. Il faudrait repasser l'interview d'Hélène Carrère d'Ancos, peu suspecte de parti pris, ou d'Hubert Védrine, peu suspect de parti pris, qui expliquait parfaitement pourquoi la Russie ne pouvait pas accepter que l'Ukraine puisse sortir de sa neutralité, pourquoi la Russie ne pouvait pas accepter que l'Ukraine intégrât l'OTAN, etc. Bon, comment toutes les conditions d'un conflit ont été réunies pour permettre à l'Europe de soutenir en même temps Zelensky qu'une espèce de démonstration d'existence. Parce qu'on en est arrivé à ce moment de l'histoire de l'Union européenne si désunie qu'elle a besoin, étant donné que elle a une inexistence physique, économique, matérielle, d'exister dans le paraître. Et là, on a un champion qui est Macron. C'est un par-l'être, lui. Parce qu'il parle, il existe. Et on a le sentiment que toute la démarche de l'Union européenne a été de vouloir démontrer son existence. Quand vous pensez qu'au moment de la question des vaccins, Le Drian avait dit qu'il ne fallait pas prendre le vaccin russe parce que il était politique. Oui, il était politique, et ainsi de suite. Alors on a pris des sanctions qui finalement ont été inopérantes, et on voudrait aggraver encore les sanctions qui ne font que se retourner contre nous. Mais si l'on revient maintenant à la réunion entre Trump et Poutine, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire à voir. C'est la chorégraphie de cette rencontre. On pourrait du reste juxtaposer la chorégraphie de la rencontre entre Poutine et Trump avec la chorégraphie de la rencontre entre Zelensky et Trump. Plein de signaux démontrent que Trump voulait honorer Poutine.
plein de signaux démontrent que Poutine venait sur un terrain d'égalité, voire même peut-être de supériorité stratégique. Je dis pas humaine, je dis stratégique. Notamment, on n'a pas eu droit à la fameuse poignée de main « je te casse le bras ». Parce que Poutine a eu l'intelligence, alors qu'il est beaucoup plus petit, qui pèse peut-être 40 ou 50 kilos de moins que Trump, d'aller vers lui en fin judoka pour éviter que le géant d'1,80 m et de 120 kilos ne lui empoigne la main. Et puis on a vu tout ce cérémonial sur le tapis rouge, le rouge, une couleur que la Russie connaissait bien, mais qui n'est plus la sienne. Enfin, tout a été fait pour donner vraiment un sentiment d'importance à Poutine. Parce que je crois que Trump a l'idée, vu l'immense fortune qu'on oublie du sous-sol russe, Trump a l'idée peut-être de faire des partages contractuels, des commerces contractuels, des associations industrielles avec la Russie. Et c'est pas idiot. Ah, au passage quand même, hein, à partir du moment où on a entendu parler d'accords de paix possibles, l'industrie militaire allemande, le complexe industriel militaro-allemand a chuté. Hein. Faut le dire quand même. Hein. Faut le dire, les industries de l'armement ont encaissé un coup. Bon. Et alors, l'idée selon laquelle la Russie devrait maintenant, selon les Européens, subir des pressions pour négocier, elle va mener où? Elle va nous mener où? Vous croyez que la Russie, qui n'a jamais cédé, quand Napoléon l'a attaqué, ça s'est terminé par les Cosaques à Paris. Du reste, c'est grâce à cela qu'on a les bistrots. Le mot bistrot étant un terme russe. Quand Hitler a attaqué la Russie, ça s'est terminé par les Cosaques à Berlin. Faut arrêter de rêver, là. Et je veux dire, c'est scandaleux que, et pour les Ukrainiens, et pour les Russes, l'Union européenne, dans sa gesticulation, continue à vouloir faire croire que de soutenir l'Ukraine, c'est soutenir la paix. Non, c'est faire continuer la guerre. Parce qu'il y a des intérêts personnels chez les uns et chez les autres pour que cette guerre se perpétue, intérêts qu'on découvrira, qu'on connaîtra et qui sont objectivement scandaleux, quoi. Bon. Trump est plus vulnérable que Poutine. Pour une raison très simple qui ne vous a pas échappé, c'est le temps. Trump a très peu de temps devant lui. Bientôt, il y aura les élections de mi-mandat aux États-Unis. Et puis, dans 4 ans, il aura terminé. Alors que Poutine, lui, il a le temps devant lui. Du reste, Hélène Carrère d'Ancos disait, et comme on aurait dû l'écouter au tout début, faites attention. La Russie, historiquement, on le sait, c'est un pays qui a le temps pour lui. Il travaille avec le temps. Il a le temps long. Hitler l'a appris à ses dépens. Napoléon l'avait appris à ses dépens. Et l'Ukraine l'apprend maintenant à ses dépens. Alors, on ne sait pas trop ce qui va ressortir de la réunion qui aura lieu à Washington entre Zelensky et Trump. Si l'information est vraie, je ne sais pas si elle est vraie, parce qu'il y a tellement de choses incroyables qui circulent, Washington aurait demandé à Zelensky de mettre une veste. Est-ce que Macron va y aller? Est-ce que Mélanie va y aller? Est-ce que Ursula, qui n'est pas élue, va y aller, se donnant une importance et une représentation qu'elle n'a pas? On n'en sait rien. D'après une information qui circule, que je n'ai pas pu vérifier, il semblerait que Trump ne veuille pas d'autres personnes que Zelensky. Mais c'est une information qui n'est pas vérifiée. Au moment où ma vidéo sera diffusée, on verra si effectivement
les représentants de l'Union européenne qui se bousculent pour y aller sont là. Chacun a fait un tweet pour le dire avec une espèce de fierté. Macron a annoncé qu'il serait là. Ça montre à quel point ils sont devenus des mendiants de notoriété américaine. C'est triste. Moi, personnellement, ça me fait beaucoup de peine de voir que l'Europe, qui aurait pu être si grande, en est là, à mendier un peu de reconnaissance médiatique dans une affaire où, derrière les apparences, coule le sang, brise les membres, meurent les hommes. C'est fou de voir l'agitation égotique, narcissique de tous ces nérons médiatiques qui veulent absolument être là pour se montrer. C'est plié. Le tout, c'est de savoir maintenant comment la négociation se terminera. Excusez-moi, hein, c'était Trump qui m'appelait. Non, je plaisante, bien sûr. On en est là, voilà. Il faut encore attendre et espérer que la paix arrivera rapidement. Pour terminer sur une note plus drôle dans un monde si cruel, évoquons un peu la présence des CRS chez Madame Yaël Braun-Pivet. C'est une histoire bien française. La présidente de l'Assemblée nationale, descendant de son perchoir, a demandé au CRS affecté à la surveillance de son domicile dans le Vésinet de bien vouloir en même temps qu'il surveillait le domicile à les donner à manger aux poules. Quand le canard enchaîné, ben oui, pour une histoire de poule, il fallait bien que ce soit le canard l'a annoncé, tout le monde s'est marré et scandalisé. Parce qu'on se rend compte quand même que celle qui avait dit « je suis comme tout le monde, moi, je fais moi-même ma vaisselle » est capable de demander au CRS d'aller donner manger à ses poules. Alors elle a voulu répondre en disant que elle avait simplement demandé au CRS de vérifier dans quel état était le poulailler que son mari, bricoleur, avait construit et que peut-être il l'avait mal construit. Enfin bon, elle a bricolé un peu d'humour pour s'en sortir. J'ai peur que Yann Braun-Pivet, quand elle montera à la tribune, entende chanter ceci. Viens poupoule, viens. Quand j'entends les chansons, ça me rend tout polisson. Ah, viens poupoule, viens. Souviens-toi que c'est comme ça que je suis devenu papa. Voilà, chers amis, il faut quand même un peu sourire dans un temps qui nous donne la chair de poule malgré la canicule. À bientôt. N'oubliez pas de nous rejoindre, on est de plus en plus nombreux et ça renforce la résistance en cliquant sur la cloche ou si vous préférez, selon le lapsus que j'ai fait la semaine dernière, en clochant sur la cloche. À bientôt et à la semaine prochaine.